out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Yeah, the old gods aren't dead. And what of the true God? He's dead. They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, top spot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette énième édition du 7e Antiquaire. Le 7e Antiquaire, une émission complètement dédiée au vieux Cinoche. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a été présenté hier soir au Fébrioscope. Donc, dans le festival de ce groupe de cinéma ucamien, on parle de Flesh and Blood, un film de 1985 réalisé par le grand et le polémiqueur Paul Verhoeven et co-scénarisé, en fait, l'histoire faite par Gérard Sotetman, un film mettant en vedette le grand, une fois de plus, je vais utiliser ça beaucoup aujourd'hui, le grand et le grandiloquent et l'important Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh et Tom Burlinson, acteur australien de petite reconnaissance. 1985, très beau, les films violents, graphiques, grotesques, amoral, même pas atypique, c'est complètement partout en même temps. Grand film, si on peut bien le dire. À la base, Flesh and Blood part d'une prémisse simple. Un mercenaire du nom de Martin, joué par Rutger Hauer, se fait trahir par son capitaine lors d'un sac d'un château espagnol, où il se fait retourner les armes contre lui, se fait dépouiller de tous ses trésors et se fait renvoyer dans la rue comme un vulgaire chien. Cet homme décide, avec d'autres mercenaires, de se former une bande qui sont en quelque sorte menés par une statue de bois du Saint-Martin. Le Saint-Martin étant le saint patron armé, celui qui est aussi une iconographie par rapport à la compassion, un homme qui aurait coupé sa propre cape en deux pour la donner à un mendiant. Donc cette merveilleuse bande de mercenaires suivent au doigt la statue de Saint-Martin qui leur pointe la direction où aller. Cette croyance aveugle en cette statue fait en sorte qu'ils se redoublent de richesse, redeviennent riches, redeviennent nobles, s'emparent d'un château et s'emparent aussi de la fiancée promise du fils du roi qui les a trahis. Donc, il kidnappe une jeune femme au nom de Agnès, jouée par Jennifer Jason Leigh, qui, elle, à travers des processus très, très machiavéliques, disons, et très sexuels, érotiques et violents, que vous allez voir plus tard, je vais en parler, se lie avec le chef de l'équipe Martin. Pendant ce temps, le jeune garçon premier à Agnès, Steven, va à leur pourchasse. Steven, un jeune homme, un jeune Renaissance man, disons, le film se passe en 1501, pardonnez-moi, et ce jeune homme est un grand fan de Da Vinci et un peu ébloui par la pensée des Lumières, un scientifique féru. Un jeune homme qui représente la pensée rationnelle. En quelque sorte, aujourd'hui, je vais vous parler de Flesh and Blood comme un film de dichotomie. J'y ai pensé beaucoup et je me suis dit que la meilleure façon d'en parler, ce serait de vous montrer les différences et les dichotomies qui existent dans le film. Donc, déjà dans le titre, en même temps, on va parler de comment est-ce que ce titre est important par rapport au film et comment il explique tout. Flesh and Blood, la chair et le sang. Traduit librement, officiellement, le film était traduit en français sous le nom de La Rose et le Glaive. Titre qui, pour moi, est beaucoup plus représentatif du film que Chair et sang, car La Rose et le Glaive représentent énormément les deux pulsions du film. Donc, on parle d'une production, une coproduction États-Unis, Pays-Bas et Espagne,
pour un total d'un budget de 6,5 millions à peu près, 6,5 millions. Donc 5,5 millions offerts par les États-Unis, un demi-million offert par les Pays-Bas, un demi-million offert par l'Espagne et un réalisateur des Pays-Bas. Donc Paul Verhoeven, que vous connaîtrez probablement plus comme étant le réalisateur de grands chefs-d'œuvre modernes tels Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Starship Troopers et n'oublions pas Showgirls, un des plus importants flops de l'histoire du cinéma américain, mais qui reste en tout et pour tout un énorme film culte. Donc Paul Verhoeven est un personnage pas mal intéressant, un gars qui a toujours travaillé en excès de violence et de sexualité. En fait, ça lui a apporté énormément de problèmes durant sa carrière, à un point tel qu'on discute que tous ses films ont été initialement passé à des cotes X, rated X, donc des films avec un NC-17, même pas d'accompagnement par adulte. Et il a toujours, en tout respect, sauf pour son dernier film, Hollow Man, a eu à rabaisser son dernier film hollywoodien, en fait, parce que là, on va couvrir pas mal avec Flesh and Blood, le premier film qu'il a fait en territoire américain. En fait, avec de l'argent américain, mais tourné en Europe. Jusqu'à son dernier film sur sol américain, Hollow Man, qui lui n'avait pas eu de X ni de R, mais qui a été baissé à 13 ans. Tous les autres films ont baissé de X à R, donc restricted. Paul Verhoeven, pour les personnes qui le connaissent, travaille beaucoup avec, c'est ça, les grands surplus de violence et de sexualité. Ce n'est pas du tout différent dans Flesh and Blood. En fait, je discutais hier soir avec une personne, je trouvais ça très intéressant, la discussion par rapport à est-ce que Flesh and Blood est un film moyenâgeux médiéval unique ou est-il l'épitome du film médiéval? Est-il celui que tout le monde veut accomplir mais que personne n'a réussi, sauf Paul Verhoeven? C'est quelque chose que je ne répondrai pas parce que j'ai mon opinion personnelle, que je ne vous imposerai pas, mais que je vous demanderai d'aller écouter le film pour faire votre propre idée par rapport à ça. Par le fait, est-ce que c'est un film qui a une énorme influence ou il y en a où le film est tellement unique qu'il y en a à peine? On peut le voir, il y a énormément de clins d'œil au cinéma moderne. Le cinéma moderne fait énormément de clins d'œil à ce film-là. En l'ayant réécouté maintes et maintes fois, je me rends compte que des fins, disons, même la fin, on m'a fait remarquer que la fin était pratiquement copiée sur celle de Robin Hood, Prince of Thieves, le film de Kevin Costner. Donc, un film qui a une très grande influence de mon opinion. Personnellement, je trouve que c'est un film que beaucoup de monde ont vu, mais qui reste toujours un secret bien caché, toujours un film culte pour certains, même pour plusieurs, mais qui n'a pas eu, disons, sa part canonique dans le film de ces genres-là. Où est-ce qu'on pense à des films comme Excalibur ou même plus récemment comme King Arthur ou bon, il y en a là. King Arthur, 3, Braveheart reste pas mal le summum, celui qu'on considère comme étant l'épitome de ce genre. Et moi, je vais déplacer ça en disant que c'est Flesh and Blood qui est probablement l'épitome. C'est très intéressant. On a une amenée vraiment intéressante dans la façon que le film est porté, car on suit les méchants tout le long. Donc ça m'amène à pas la première, mais la deuxième dichotomie dans le film, c'est qu'il y a les bons et il y a les méchants, mais les méchants sont bons et les bons sont méchants. Le père de notre personnage, pas notre personnage principal, mais notre personnage héroïque, est celui qui a été le plus corrompu et celui qui a été le plus traître pour tout le monde. Et le héros vient de cette lignée-là. Quant à le vilain, Rutger Hauer, le personnage de Martin, lui, il est le violeur, le pilleur, le grotesque, il est tout. Mais en écoutant le film, moi personnellement, je tiens énormément à ça. Et je tiens énormément au personnage. En fait, c'est un personnage qui est très attachant. C'est un très bel exemple d'anti-héros. Un anti-héros médiéval, là, vraiment quelqu'un qui utilise pas les fourchettes quand il mange. Un homme qui se complaît énormément dans le viol public et de groupe. Pas quelqu'un qui a des valeurs très respectables, mais un homme qui a toujours tenu par ses valeurs, donc qui le rend très valeureux et en même temps très respectable. C'est un personnage très, très, très ambigu, disons, et ça va aussi avec l'ambiguïté du personnage de Steven. On a cette première dichotomie entre les deux personnages, qui forme
deux des pointes du triangle amoureux, où, bon, j'ai beaucoup de misère à dire amoureux, parce qu'en fait, on commence la relation amoureuse avec les deux promis par une scène que Paul Verhoeven est très fier d'avoir fait, un grand hommage à Greed de Eric von Stroheim, une scène où, avec une racine de mandragore, une racine qui est connue pour avoir des capacités surnaturelles, maléfiques. On l'a vu aussi récemment dans Pan's Labyrintho del Fauno de Guillermo del Toro. Cette petite racine à l'apparence humaine qui semble avoir des pouvoirs magiques. La mandragore dans ce film a le pouvoir de confier l'amour aux personnes qui la mangent, un peu comme le filtre dans Tristan et Isolde. En fait, on a beaucoup de références à ces poésies médiévales dans Flesh and Blood. Il y a des chansons, il y a des personnages chrétiens comme Saint Martin, et on a c'est cet esprit de sorcellerie-là avec la mandragore et ainsi de suite. La mandragore, mangée par les deux époux, les deux amoureux, leur confie immédiatement un amour par balle, invincible, et tout de suite après cette rencontre-là, le personnage de Agnès se fait kidnapper par Martin, et Martin la viole publiquement devant toute sa troupe. En fait, il prend sa virginité, chose que Steven n'a pas pu faire. Il a juste manqué ça d'à peine. Donc, on a un triangle qui n'est pas un triangle amoureux, mais Agnès, tout au long du film, a un parti pris passionnel par rapport à Martin. Donc, il baise continuellement, c'est extrêmement graphique. C'est clair que notre réalisateur s'en est donné à cœur joie de faire des scènes de sexualité aussi ouvertes et aussi démonstratives. En fait, qui explique sur le commentaire audio que la censure n'a pas trop de misère avec la nudité, mais la sexualité, c'est quelque chose de complètement différent. On a aussi quelque chose qu'on va en parler un peu plus tard, mais le christianisme, le sous-texte chrétien qui vient en jeu aussi avec cette sexualité-là. Et elle a un parti pris amoureux avec Agnès, un parti pris amoureux avec son Steven, à cause de, on peut le dire que c'est à cause de la racine de la mandragore, mais on peut aussi dire que c'est pas une racine qui fait que le monde tombe en amour pour toujours, et ainsi de suite. Un peu comme dans Tristan et Isolde, on peut l'en amener au destin, ou on peut l'en amener à la magie. Là. C'est comme vous le voulez. Donc, on a ce parfait, très beau triangle en plein milieu. On a aussi un deuxième triangle qui se forme autour avec d'autres personnages, dont le personnage de Summer, qui est un des autres mercenaires de l'équipe, qui veut constamment violer Agnès et qui se fait constamment arrêter par Martin. Martin trouve tout le temps des façons de l'empêcher. La deuxième dichotomie, j'adore ça en fait. On a la deuxième dichotomie qui est représentée par les deux personnages. Donc on a un personnage qui est très rationnel, le personnage de Steven, le jeune prince, et le personnage de Martin, qui est très spirituel, très sensible, très émotif. Donc, cette deuxième transition vient aussi encore du titre Flesh and Blood, la chair qui est étudiable et tangible, et le sang qui est tout aussi tangible. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais qu'il y a une connotation spirituelle au sang. Donc, j'irais jusqu'à dire que le personnage de Rutger Hauer, Martin, est beaucoup plus vers le sang, et Steven beaucoup plus vers la chair, ou on peut dire le contraire en même temps dans leur lien affectif. Martin est pour le sang, il y a un sentiment de filiation du sang avec sa femme. Rutger Hauer beaucoup plus vers la chair parce qu'il est constamment en train de la bon, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, de la tringler d'un bord et de l'autre. Donc vous savez, le Flesh and Blood est représenté par ces deux personnages là. Martin est très croyant, très spirituel, du moins pendant une grosse partie du film, et Steven est exactement le contraire. C'est un rationnel, un scientifique, un inventeur, quelqu'un qui voit De Vinci comme étant un grand homme, chose que je n'argumente encore moins, et qui le voit comme un père d'esprit. Il veut inventer comme lui, il veut être comme lui, il veut être éclairci par les lumières. Donc on a immédiatement cette dichotomie entre la foi et la technologie. Donc ça aussi, c'est un super beau double qu'il y a dans le film. On rajoute un autre beau double que j'adore, c'est la pensée rationnelle avec le christianisme. Donc on glisse un peu dans un sous-texte chrétien qui est très, très, très connu chez Paul Verhoeven. Très surprenant si je vous dis que Starship Troopers a des idéologies chrétiennes monumentales, des imageries, et ainsi de suite. Total Recall aussi, on retrouve toujours un peu de christianisme dans ses films, par le fait même que Paul Verhoeven est un adepte d'un groupe de jésuites, des hommes qui étudient énormément la Bible. C'est un homme qui connaît très, très,
très, très, très, très, très, très bien ces textes sacrés. Un point tel qui réfère énormément dans le film au livre des Actes par rapport au fait que la troupe des mercenaires qui est suivie par qui suit Martin et l'icône du Saint-Martin va sous le There shall be no thou and thine, qui est une ligne du livre des Actes par rapport à la possession matérielle. Donc, dans cette petite troupe de mercenaires qui veulent juste acquérir de l'argent et des richesses, il faut immédiatement rentrer le trait chrétien du communautarisme qui vient du livre des Actes. Et le communautarisme devient un genre de communisme car ils se disent que tout est partageable en tout le monde et que tout le monde doit s'habiller, à partir de ce moment-là, tout le monde doit s'habiller en rouge, tout le monde doit partager toutes les possessions matérielles, toutes les possessions alimentaires et tout le monde, personne est au dépourvu. Donc, cette petite troupe-là s'occupe d'elle-même jusqu'à la venue de Agnès, qui devient la seule possession unique de Martin, mais pour ne pas briser cette idée chrétienne, et c'est pour ça que je vous disais que ça part un peu dans le film, c'est le fait que Martin immédiatement retourne contre ça, contre l'idée de communautarisme avec la venue d'Agnès, la possède et ne la partage pas avec personne d'autre. Donc, on a un glissement qui est super bien amené de la part du réalisateur entre le communisme, tout appartient à tout le monde, et le fascisme. Tout appartient à tout le monde, sauf pour une personne qui est surélevée et qui donne les biens. On voit cette venue-là du fascisme dans le film, puis c'est super bien amené par le fait qu'il y a un moment où, après avoir pris son bain, car Martin est le seul à prendre son bain avec Agnès, il décide de s'habiller en blanc. Donc, en défaire le code, se surélever par-dessus ses troupes, d'empêcher le monde de prendre Agnès malgré qu'elle soit possession à tout le monde, parce que tout le monde viole n'importe qui dans ce film-là, sauf Bruno Kirby et son très beau copain, disons, parce qu'on a un indice d'un couple homosexuel dans l'équipe, joué par... c'est qui? C'est Simon Andreu, parce qu'on a aussi des acteurs danois dans le film. Bruno Kirby, qui est le meilleur ami dans When Harry Met Sally, quelque chose que j'aime beaucoup citer. Donc, on a cette espèce de torsion-là du communisme par rapport au fascisme dans le film. C'est intéressant qu'on rentre aussi dans la théorie politique pendant qu'on parle de la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc vraiment, là, beaucoup de belles affaires qui sont mis dedans et beaucoup de dualité. Donc, on a ça, cette espèce de personnage qu'on n'est pas supposé d'aimer, mais qu'on aime. Des personnages qu'on est supposé d'aimer, mais qu'on n'aime pas. Parce que moi, à la base, de mon opinion, Tom Burlinson donne une très belle performance. C'est un beau petit Australien et tout, mais c'est pas un personnage attachant. C'est un peu un personnage générique qui fait le prince scientifique, là, qui veut arranger des choses. J'imagine que il y a de quoi qui va avec, mais je ne trouve pas que le réalisateur a mis plus d'efforts à le rendre sympathique. Il y a vraiment... en fait aussi, ça va avec le point de vue du film. Disons que le point de vue adopte un peu la technique que moi j'appelle la technique Princess Bride. Je sais pas trop à quel point est-ce que je peux scientifiquement dire que c'est une technique qui est prouvée. La technique Princess Bride, pour tous ceux qui ont vu le film de Rob Reiner, on kidnappe la fille et on suit les bandits sans trop suivre l'histoire du prince qui essaie d'aller la reconquérir. Donc, on suit pas mal les méchants. Ça, c'est 3-4 affaires pour moi. L'adaptation du film est l'adaptation d'une histoire, mais aussi une adaptation des grandes lignes d'une télésérie qui était inspirée d'un conte norvégien. Donc, fait voir qu'il y a beaucoup qui va dans la littérature classique, déjà avec l'intertextualité que je vois que je considère très évidente avec Tristan et Isolde. On a aussi le fait que Rutger Hauer, et là, je vais y aller, je pars dans une opinion complète, est vraiment le fun à voir sur un écran. Rutger Hauer est le méchant prototypique qu'on a toujours vu. C'est le méchant dans Blade Runner, c'est le méchant dans Lady Hawk. Disons, c'est un peu un des deux bords là, dans Lady Hawk. Lady Hawk qui a tourné tout de suite après, donc on a deux films moyenâgeux en même temps. Rutger Hauer, il est cool. On peut absolument rien faire. Il est très, très, très cool. Donc, dès que tu le vois, peu importe que c'est un méchant ou c'est un gentil, tout ça, c'est clair que tu veux plus voir ce gars-là sur un écran. Donc, j'imagine que ça a pris part d'une décision chez Paul Verhoeven d'un peu plus tourner vers Rutger Hauer parce qu'il était plus... pas mieux pour la caméra, mais c'est un personnage c'est un acteur qui a une énorme présence sur caméra. Et regarde, j'ai pas à vous le convaincre. Regardez pour vous-même.
On a aussi, c'est aussi des petites affaires que je voulais rajouter. Le directeur photo est un homme qui s'appelle Jan de Bont. Jan de Bont est aussi un réalisateur américain qui, lui, a émigré aux États-Unis en 1975. Jan de Bont a travaillé sur Speed, réalisateur de Speed, et aussi le réalisateur de Twister, la grosse tornade. Donc, c'est lui qui a fait la direction photo et la caméra sur le film. Ça fait en sorte que c'est très beau. Il a fait une très, très, très belle job. Et je n'ai vraiment rien à lui reprocher à ce merveilleux Jan. En fait, on a toujours eu des co-travail en fait pour Paul Verhoeven. C'est toujours retrouvé avec 2 personnes qui travaillaient sur ses films en tant que directeur photo. C'était dont de un Jan de Bont et l'autre, son nom va me revenir, c'est un Danois. Il y a un nom pas mal intéressant. C'est non, Stephen Wolf. Oui, je crois que c'est Stephen Wolf. Donc c'est ça. C'est toujours, en même temps, Paul Verhoeven travaille toujours avec les mêmes petites équipes. Donc, c'est un autre affaire. La dernière dualité que je voulais rajouter, c'est la dualité entre l'horizontal et le vertical. Donc, ça finit un peu, ça clôt la chair et le sang, l'ascension, la descension, et là, on a l'horizontal et le vertical. Il en parle très très bien dans le commentaire audio, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai voulu en parler. C'est le fait que on a, dans le personnage de Martin, quelqu'un qui va à l'horizontale, donc qui va pour les choses terrestres, terre à terre, les possessions matérielles. En fait, même que visuellement, c'est démontré que c'est un homme horizontal par le fait de ses viols. C'est vraiment spécial. Mais le viol qui est fait de Jennifer Jason Leigh est fait à l'horizontale. Elle est couchée en planche et lui, il est droit. Donc, il y a énormément. C'est un personnage très, très, très horizontal, mais en même temps qui a une très belle dichotomie spirituelle, qui est l'axe vertical. La crucifixion s'est faite sur un axe vertical, et la croix est un mélange entre l'axe horizontal et l'axe vertical. Ça aussi, c'est très, très, très important dans le film, et c'est absolument bien fait. Donc, un homme qui met tellement de travail dans son iconographie religieuse, Paul Verhoeven, s'il vous plaît, allez le consulter. C'est vraiment un réalisateur extraordinaire, particulièrement pour des films qui comportent trop de violence graphique, trop de sexualité graphique, là. Flesh and Blood, là, ça les passe tout à la moulinette. Braveheart a de l'air d'un conte pour enfants à côté, là. On a c'est incroyable. Et on a aussi plein d'inventions vraiment intéressantes. Steven est un peu un petit James Bond avec du bois puis de la ficelle. Là. On a aussi l'invention des armes bactériologiques dans le film. Je ne vous en parle pas trop. Je vous oblige à aller voir le film. Messieurs, dames, chers auditeurs, c'est avec ces mots que je finis mon émission. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, je retourne à mon vieux cadre de temps. Donc, on recule dans les années 50 et on va aller écouter Le Samouraï avec Alain Delon. Jusqu'à cela, écoutez des bons films, parlez-moi-en, envoyez-moi des courriels si ça vous intéresse. Bon Flesh and Blood à tous mes auditeurs.